Bonjour Louis Pérez. Bonjour. C'est ce lundi que les audiences, ont débuté à la Cour internationale, de justice de La Haye, des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967. C'est, l'assemblée générale de l'ONU qui, en est à l'initiative. De quoi on parle quand on parle de conséquences juridiques? Conséquences juridiques, c'est tout simplement les mots qui ont été choisis par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça aurait pu être d'autres mots, mais bon, c'est essentiellement que la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Donc, assez logiquement, on se tourne vers elle lorsqu'on veut une interprétation, si possible, impartiale du droit international. Et donc, lorsqu'on parle de conséquences juridiques, on veut savoir, en gros, est-ce que ce qui se passe en Israël, dans les territoires occupés, l'occupation, l'attitude d'Israël sur ces territoires-là, quelle est leur légitimité? En gros, c'est ça la question qui est posée. Donc c'est la légalité de ce qui a été fait? C'est la légalité de l'occupation et des pratiques sur les territoires occupés d'Israël. Et là, il y a, 52 pays qui sont, appelés à témoigner pendant ces audiences. Comment ça se passe, des audiences avec, autant de monde appelé à la barre? Assez régulièrement et surtout quand en effet c'est des affaires assez politiques comme celle-là, les États se déplacent et la CIJ organise comme là une semaine de sessions où chaque État passe 30 minutes sous la forme de plaidoirie et expose sa vision et son interprétation du droit international pour informer les juges. Et je rajoute qu'il n'y a pas que des États, il y aura aussi, on a vu certains avocats internationaux, certains juristes, aussi des organisations internationales qui participent. C'est vraiment les juges derrière qui vont donner leur interprétation au regard des interprétations qui ont été fournies par les États. Chaque État va donner son point de vue, mais derrière, on a ce collège internationaux de la Cour internationale de justice qui vont dire, bon, bah, après avoir écouté toutes les positions des États, voilà quel est selon nous, Cour internationale de justice, l'état du droit international sur cette question. Alors ça reste un avis consultatif, donc non contraignant, mais c'est quand même important pour la compréhension du droit international sur cette question qui est assez complexe. Et la CIJ, elle devra aussi, préciser les responsabilités des États qui ont coopéré à cette, occupation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous commenciez à parler de la dimension consultative, de cette procédure. Quelles conséquences, tout simplement, ça peut avoir? Sur la question de la responsabilité des États qui ont peut-être collaboré dans la pratique d'Israël, je ne sais pas exactement si la CIJ va vraiment se prononcer là-dessus. Il faut aussi se dire que la CIJ va peut-être axer son argumentation sur certains points, sur certaines notions qui sont très débattues, par exemple le droit à l'autodétermination, l'occupation, etc. Et peut-être éviter d'autres éléments moins intéressants et plus conflictuels comme la collaboration d'autres États à cette entreprise. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'elle se prononce aussi là-dessus. Mais je pense qu'en tant que juriste, on sera déjà content si on a déjà des réponses claires sur les premiers concepts que je viens d'évoquer. Malheureusement ou pas pour certains, ça ne reste que en effet du consultatif, c'est-à-dire que là il faut bien distinguer cette procédure de celle qui a été initiée il n'y a pas longtemps par l'Afrique du Sud, où on a un vrai différend entre Israël et l'Afrique du Sud sur un problème juridique et qui va, elle, donner lieu à une vraie affaire et à une vraie décision qui sera contraignante pour toutes les parties. Mais là, la CIJ intervient avec son autre casquette qui est sa casquette de conseillère. On lui pose une question, les États, l'Assemblée générale des Nations unies lui pose une question et elle donne son avis. C'est un avis qui n'est absolument pas obligatoire, qui n'a pas de conséquences, on va dire, directes sur Israël, qui d'ailleurs a refusé de participer à la procédure. Par contre, moralement et politiquement, ça peut quand même avoir certains poids. On se rappelle en 2004 l'avis du mur, notamment sur le mur en Cisjordanie qui avait été rendu par cette même Cour internationale de justice, qui était donc aussi un avis consultatif, qui avait d'ailleurs demandé le démantèlement du mur, ce que Israël n'avait absolument pas fait, mais dans la communauté des juristes, dans la communauté des États et politiques, c'est quand même une base forte, cet avis de 2004 sur laquelle on se repose souvent et qu'on rappelle souvent. Rappelez-vous, le plus grand organe, le plus haut organe judiciaire des Nations Unies a dit en 2004 que ces occupations étaient légales, que ce mur devait être abattu, etc. Donc si dans les faits, Israël peut très bien ne pas écouter l'avis consultatif, pour la communauté politique, juridique, internationale, ça a du poids puisque la Cour internationale de justice est quand même une référence en matière d'interprétation du droit international. Et justement sur ce symbole politique, est-ce que selon vous, il peut aussi influer,
sur ce qui se passe en ce moment, peut-être dans les négociations en cours pour une trêve, par exemple? J'en doute malheureusement, hein, mais l'argument d'Israël, c'est de dire justement que la paix avec la Palestine, paradoxalement, hein, ne peut pas passer par la justice internationale. Ça doit se faire par une diplomatie bilatérale entre Israël et les autorités palestiniennes. Donc, côté Israël, en tout cas, elle voit plutôt cette procédure comme quelque chose qui entraverait les discussions et le processus de paix, et comme quelque chose qui va un petit peu justement continuer à attiser la situation, les tensions, plutôt que faire la promotion de l'apaisement. En même temps, de l'autre côté, pour les États qui voient ici une opportunité, on note quand même que depuis le 7 octobre, justement, le processus de colonisation que Israël tient depuis 1967 s'est accéléré. Donc, c'est justement l'occasion aussi, puisque la question qui est posée à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est que depuis 1967, donc ça comprend 2023 et aujourd'hui 2024, ça va être aussi intéressant de voir comment est-ce que la CIJ se prononce sur ce qui s'est passé depuis 7 octobre et l'accélération de la colonisation depuis le 7 octobre. Pretoria s'est aussi exprimé par la voix de l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas. Je le cite, hein, les pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qu'a connu l'Afrique du Sud avant 1994. Dans le droit international, comment on définit l'apartheid? Il n'y a pas un crime, en tout cas comme le crime de génocide, une convention qui interdit l'apartheid. Il doit y avoir des dispositions qui interdisent dans les faits ce que représente l'apartheid, mais je n'aurais pas une définition là comme ça de l'apartheid comme un concept juridique en soi. Ce qui rend justement la chose difficile lorsqu'il s'agit de parler d'apartheid, notamment devant une cour de justice, c'est qu'on n'a peut-être pas une référence, une définition juridique claire. Il me semble qu'il y a eu des résolutions de l'Assemblée générale sur cette notion, donc des définitions. C'est ce qu'on attend justement peut-être de la Cour internationale de justice, de donner une vraie définition juridique de l'apartheid et de qualifier si ce qui se passe aujourd'hui en Israël est une politique d'apartheid. Les définitions, un petit peu comme la politique d'apartheid, elles existent en substance dans des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais un petit peu comme l'avis d'ailleurs qui va être rendu, malheureusement ces résolutions ne sont pas contraignantes lorsqu'elles viennent de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais justement, si on a des résolutions qui sont réitérées et un avis de la Cour internationale de justice qui est certes consultatif, une accumulation de positions non consultatives, mais d'organes quand même particulièrement importants du système des Nations unies, donne de plus en plus de poids et fait autorité, et peut même conduire à créer, in fine, des nouvelles normes coutumières de droit international. Donc si je voulais demander une définition du droit à l'autodétermination, je demanderais celle qui existe déjà dans une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, mais je demanderais surtout une reconnaissance par la Cour internationale de justice d'une violation du droit à l'autodétermination par Israël, du peuple palestinien, et d'une occupation illicite des territoires occupés par Israël. Louis Pérez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Médien. Ben, merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.